Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. En séjour de travail dans le Kasaï central, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a effectué une série de visites de terrain axées sur le projet structurant. Accompagnée du gouverneur de la province, la première ministre a visité le site du projet Mégatron, une centrale solaire censée améliorer l'accès à l'électricité à Kananga via la SNEL, et la route Kananga-Kalamba-Mbouji, longue de 230 km, est estimée à plus de 436 millions de dollars américains. 6 femmes ont reçu le week-end dernier à Pullman Hotel, en présence de la ministre de la Culture et Arts, le trophée MT Kassalu Femme d'honneur, dont Mme Nanou Mukawa, l'épouse de l'inspecteur général des finances, chef de service honoraire et émérite de l'IGF, Jules Alingete Key. Ces prix d'excellence, initiés par la LISADEL, récompensent les épouses des hommes qui se sont distingués dans leur domaine d'activité. Merci de nous rejoindre sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal sur Ecofin Télévision. Tout d'abord, en séjour de travail dans le Kasaï central, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a effectué une série de visites de terrain axées sur des projets structurants. Accompagnée du gouverneur Moïse Kamboulou, la première ministre a visité le site du projet Mégatron, une centrale solaire censée améliorer l'accès à l'électricité à Kananga via la SNEL. La route Kananga-Kalamba-Mbouji, RN1, longue de 230 km, est estimée à plus de 436 millions de dollars américains, mais aussi l'Athénée royale des Kananga, aujourd'hui modernisée. Cette mission officielle s'inscrit dans le cadre de sa politique des proximités et de relance du développement territorial. Regardez. En marge de la mission d'itinérance à Kananga dans la province du Kasaï central, la première ministre Judith Suminwa Tuluka, accompagnée du ministre de Mines Kizito Pakabomba, de la vice-ministre de l'Intérieur Eugénie Tchela Kamba et des élus nationaux originaires du Kasaï central, a exhorté toutes les communautés à travailler ensemble pour le développement du Kasaï central et de tout le pays, et a réaffirmé son engagement à renforcer l'unité nationale et à relancer le projet de développement en collaboration avec les autorités locales. Écoutez, en tant que Premier ministre, c'est bien de gérer, de coordonner l'action gouvernementale au niveau de Kinshasa, mais c'est important aussi de descendre sur le terrain et au niveau des provinces. C'est vrai que je ne peux pas faire toutes les localités, tous les territoires, toutes les ETD, mais au moins arriver dans les chefs-lieux et essayer d'aller le plus loin que je peux pour me rendre compte moi-même de ce qui est en train d'être fait, de ce qui est en train d'être mis en œuvre en collaboration avec les différents gouverneur de province et donc ici le gouverneur du Kasaï central, et ça me permet ensuite de voir comment on peut mieux faire les ajustements nécessaires par rapport à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement qui est exécuté ici dans la province, et s'il y a des ajustements, voir quelles sont les contraintes, quels sont les goulots d'étranglement pour qu'on puisse évoluer. La chef du gouvernement a poursuivi son séjour de travail le samedi 25 mai par une série de visites de terrain, commençant par le site du projet Mégatron, une centrale solaire censée améliorer l'accès à l'électricité à Kananga via la SNEL. La deuxième étape, la route Kananga-Kalamba-Mbouji, longue de 230 km, est estimée à plus de 436 millions de dollars américains. Cette route stratégique relie le Kasaï central à l'Angola. Les travaux sont en cours depuis septembre 2024 pour une durée prévue de 36 mois. La livraison du tronçon frontalier est attendue pour le 15 juillet 2025, selon la CGT. De retour en ville, Judith Suminwa Tuluka a visité l'Athénée royale de Kananga, aujourd'hui modernisée. Cette série de visites s'inscrit dans une approche axée sur le suivi des engagements, la relance des infrastructures et les contacts directs avec les réalités locales.
Une importante délégation gouvernementale constituée du ministre des Finances et des Infrastructures, accompagnée du gouverneur de la ville de Kinshasa, a effectué une visite d'inspection de travaux routiers en cours dans la capitale le samedi 25 mai 2025. Les avenues du tourisme dit Nzela Maï, Sebo, à Kimwenza, Université, Bypass, Kimbuta et les boulevards Lumumba près du quartier des Bonhommes ont été les sites visités. Suivez. Cette descente s'inscrit dans le cadre du programme d'urgence d'assainissement et de réhabilitation des routes, lancé conjointement par le gouvernement national et provincial. Sur l'ensemble de ces chantiers, les responsables ont examiné la progression des travaux, contrôlé le degré d'avancement et fourni des directives précises pour la conformité aux échéances. À Selembao, plus précisément dans le quartier Badiading, les autorités ont donné le coup d'envoi des travaux pour un collecteur majeur et pour la lutte contre l'érosion à Mbala, l'un des lieux les plus affectés par les glissements des terrains durant la saison de pluie. Les travaux sur l'avenue Tourisme progressent à une tendance considérée comme satisfaisante. Les responsables ont souligné l'importance de respecter les délais pour assurer une livraison prompte de cette voie cruciale. Les attentes sont pour le même niveau. Des rigueurs sur le boulevard Lumumba, près du saut de mouton de Débonhomme, une opération minutieuse a été initiée pour combler le nid des poules et optimiser la circulation. Angeli, l'avenue Kimbuta, actuellement en cours de bétonnage, a été saluée comme un modèle de l'engagement des autorités à améliorer les routes urbaines. Alexis Guissaro, ministre des Infrastructures, a de nouveau souligné devant le média l'intention du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à rétablir la dignité de Kinshasa en tant que capitale. Pour sa part, le gouverneur Bumba a rassuré les habitants de Kinshasa en affirmant que ces projets aboutiront, mettant l'accent sur le fait que la patience des Kinois sera bientôt récompensée grâce à des infrastructures modernes destinées à réduire la congestion de la ville, améliorer les conditions de vie et renforcer la sécurité des citoyens. Rappelons que ces projets s'inscrivent dans un processus de rénovation urbaine à Kinshasa, une ville qui fait face depuis longtemps à un manque sévère d'infrastructures routières, ce qui entraîne de congestion. Le gouvernement congolais a examiné le samedi 24 mai 2025 la possibilité de ratifier plusieurs accords importants de l'OMC, dont l'accord sur la facilitation des échanges, tel qu'évoqué lors du dernier Conseil des ministres. Pour le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku, cette ratification constitue une opportunité d'accélérer les réformes structurelles. Suivez. Le gouvernement examine la possibilité de ratifier plusieurs accords importants de l'Organisation mondiale du commerce, dont l'accord sur la facilitation des échanges et celui relatif aux suggestions à la pêche. Ces instruments juridiques, bien que déjà adoptés par l'organisation, n'ont pas encore été ratifiés par la RDC. Une situation évoquée au cours du Conseil des ministres du 23 mai 2025 à la Cité de l'Union africaine. La ratification de ces accords représente un enjeu majeur pour la modernisation du commerce extérieur et l'amélioration des compétitivités du pays dans le domaine économique. Pour Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur, cette ratification de l'accord sur la facilité des échanges constitue une opportunité des réformes structurelles pour l'économie congolaise. Elle permettra à la RDC de se positionner comme une plateforme logistique régionale, de renforcer ses capacités institutionnelles, de diversifier ses exploitations et de stimuler l'investissement étranger. Notons que la rectification de ces accords constitue deux enjeux majeurs sur les plateformes économiques et commerciales, notamment en matière de diversification économique et d'industrialisation. Autre chose à signaler dans ces journaux, le leadership féminin, la coopération économique et les opportunités d'entreprendre en République démocratique du Congo. Ce sont là les principaux sujets ayant fait l'objet d'échanges les week-ends derniers à l'occasion de la célébration de la 8e année d'existence de la structure de défense des droits des femmes, Wise Women. Cette cérémonie a réuni au centre Wallonie-Bruxelles diplomates et plusieurs autres autorités, à l'instar du DG des FOGEC, et a connu la participation du représentant pays
appui du FMI. Le détail dans ces reportages signés Igor Biwaka et Joe Manana. C'est depuis 8 ans déjà que Wise Women s'engage de pied ferme à défendre la noble cause de la jeune féminine dans cet environnement d'hostile concurrence. À l'occasion, une grande cérémonie des célébrations a vécu au centre Wallonie-Bruxelles avec pour participants entrepreneurs, diplomates et plusieurs autres personnalités publiques. À travers différents panels, les intervenants ont placé l'accent sur le leadership féminin qui constitue une force de l'intégration économique et sociale. Le leadership féminin est une force de transformation économique et sociale. C'est cette force et votre détermination qui aidera à changer la RDC. On a un programme de notre banque de développement, on a donné plus de 30 millions d'euros pour qu'ils, avec des partenaires, soit des coopératives, soit des banques d'épargne, donnent des crédits très favorables aux gens. Les opportunités d'entreprendre, les axes d'intervention du FMI dans le pays et les défis d'entrepreneurs congolais ont été à tour de rôle soulevés par les directeurs de cabinet du ministère de l'Industrie empêchés, le représentant pays du FMI et les DG du FOGEC. Les opportunités économiques en termes d'investissement sont là. Le FMI, nous, on est beaucoup plus dans l'appui aux institutions républicaines. Nous sommes là pour vous aider dans vos projets, pour vos besoins de financement. Du slam aux projections d'images, retraçant le rude parcours de Wise Women durant ses 8 années d'existence, en passant par les témoignages émouvants de membres, l'ambiance était au zénith. Le couronnement du partenaire de cette structure, Charagras Massangou, par la remise des brevets, le tout pour finir par la visite des stands exposés pour l'occasion. Il faut donc savoir que 12 millions d'euros représentent la somme investie par la France à travers un projet dénommé Pour Elle, destiné à soutenir les femmes entrepreneurs en République démocratique du Congo. C'est la conseillère presse de l'ambassade de France qui a fait cette annonce au cours de cette célébration des 8 années d'existence des Wise Women. À cette même occasion, les conseillers économiques du PNUD en RDC est revenu sur quelques projets mis en place pour accroître la production au niveau national. On les écoute respectivement dans cet extrait. On a notamment un programme qui, moi, me tient beaucoup à cœur, qui s'appelle Pour Elle, qui a pour but d'encourager, de soutenir des entrepreneurs, des femmes entrepreneurs, de TPE, donc de très petites entreprises et de moyennes entreprises, parce qu'on sait que le secteur informel aussi a besoin de se structurer, de se formaliser, et qu'il y a une grande part de ces structures-là qui sont dirigées, en tout cas menées par des femmes. Et donc, on l'a lancé, ce programme Pour Elle, en 2024. Il représente pour nous un investissement de 12 millions d'euros. Et on a pour but d'encourager, enfin en tout cas de soutenir, tant au niveau technique que financier, à peu près 1200 femmes, essentiellement concentrées sur des femmes qui venaient de Bukavu, de Kikwit et de Kinshasa. Donc ça fait partie des leviers que nous avons pour pouvoir encourager l'entrepreneuriat au féminin. Et concernant les jeunes, on essaye aussi d'encourager notamment l'éducation, puisqu'il y a à peu près 25% de notre portefeuille, donc 25% des 633 millions dont j'ai parlé plus tôt, qui est consacré à la formation, à l'enseignement supérieur et à l'éducation. Le programme des Nations Unies pour le développement est une organisation, une émanation de la volonté des États membres des Nations Unies de mettre sur place un bras séculier, un bras technique pour accompagner les pays qui sont dans le besoin dans leurs efforts de développement économique et social. Je l'ai annoncé au sommaire de ces journaux, 6 femmes ont reçu le week-end dernier à Pullman Hotel, en présence de la ministre de la Culture et Arts, Yolande Elébé, le trophée MT Kassalou Femme d'honneur, dont Madame Nanou Mukawa, l'épouse de l'inspecteur général des finances, chef de service honoraire et émérite de l'IGF Jules Alingué-Tekei. Ces prix d'excellence initiés par la Ligue Zone Afrique pour la défense des enfants, élèves et étudiants, l'ISADEL en sigle, récompense les épouses des hommes qui se sont distingués dans leur domaine d'activité. Igor Biwaka et Grace Luyonga nous en disent plus. C'est dans une ambiance conviviale et tous azimuts qu'ont été célébrés
les efforts de celles qui ont, avec ferveur et fidélité, accompagné, ou mieux encore accompagnent, leurs époux dans l'accomplissement de leur destinée. Dans son speech pour la circonstance, la ministre de la Culture et Arts, Yolande Delébé, a rappelé l'intérêt majeur de cette activité qui met ainsi en lumière le rôle essentiel des femmes dans le succès de leurs partenaires au sein de la société. Je souhaite tout d'abord remercier les organisateurs de cet événement qui met en lumière le rôle essentiel des femmes dans le succès de leurs partenaires ainsi que leur contribution inestimable au sein de notre société. Initié par la Ligue Zone Afrique pour la défense des droits des enfants, élèves et étudiants, le trophée MTK Salou pour Joseph Kayembe, président de la Lisadel, vise la promotion des valeurs capables d'inspirer la jeunesse congolaise. Notre souci, c'est de pouvoir faire la promotion de ces trophées qui a toute une fondation en elle, qui a une vision de pouvoir créer le modèle pour notre génération. Parmi les 6 nominés de cette 5e édition, Madame Nanou Mukawa, épouse de l'inspecteur général des finances, chef des services honoraires et mérites de l'IGF, Jules Alingete Kei. L'homme dont le passage à la tête de l'inspection générale des finances a été marqué par le renforcement du contrôle des deniers publics. Son épouse ici exprime son satisfait pour cette récompense. En recevant ce magnifique trophée, je voulais avant tout rendre grâce à Dieu, lui qui m'a donné, qui m'a doté de toutes ses capacités pour accompagner, à aider mon mari pour son mandat, pendant son mandat, durant les 5 ans que le président de la République, chef de l'État, lui a confié. Je parle de monsieur l'inspecteur général, chef des services honoraires et émérite, Jules Alingete Kei. A noter que cette cérémonie a connu la participation de plusieurs autorités, à l'instar de la ministre de la Jeunesse et de la représentante de l'ONU Femmes. De la ville de Kinshasa, dans la province de Lualaba, la ville de Kolwezi change de visage chaque jour grâce à la détermination de la gouverneure Fifi Masuka Saini. Plusieurs quartiers sont asphaltés et éclairés pendant les heures de nuit. Les chefs-lieux de la province du Lualaba donnent les véritables reflets de la capitale mondiale du cobalt, où les richesses du sous-sol profitent à ses fils et filles, tels que le souhaite le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi et Tshilombo. Regardez. Entre polémiques stériles et les actes, le choix est clair pour la gouverneure bâtisseuse du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi. Travailler dur pour léguer aux générations futures un Lualaba rayonnant avec des infrastructures durables et modernes comme les routes. Focus sur le nouveau visage de la voirie urbaine de Kolwezi à Jolicity-Herveya, l'un des quartiers les plus huppés de la ville, jeté auparavant dans les oubliettes avant l'arrivée de la Jeanne d'Arc à la tête de la province. Commençons par la route de l'aéroport, l'on se croirait sous d'autres cieux. L'éclairage public qui illumine chaque artère, couplé à la qualité admirable des travaux exécutés, offre un décor nocturne paradisiaque. Kolwezi n'est plus cette ville sinistre tachée des tristes souvenirs des vestiges de la guerre. Elle est devenue le reflet de toute une république. Il était temps de redorer sa plus belle robe et c'est ce que réalise aujourd'hui la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi sous la vision éclairée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'après son conseiller en communication, Josué Muyumba Nyange. Nous nous sommes donné le temps de venir constater le travail d'envergure que le gouvernement Masuka déploie pour éclairer les artères de la ville de Kolwezi et même du reste de la province du Lualaba. Le gouvernement Masuka continue de moderniser les routes, comme vous le voyez, avec le marquage routier, avec la pose de catédioptres pour faciliter la circulation nocturne, avec l'éclairage public sur les artères de la ville, les artères de la province. Il faut avoir la volonté. Les minéraux, les richesses minières existent depuis la nuit de temps. Mais Kolwezi était toujours comparable à un grand village.
Il a fallu l'avènement de Tshisekedi Tshilombo, l'avènement d'une femme d'exception à la tête de cette province pour qu'on assiste en un laps de temps à une transformation spectaculaire du Lualaba. Petit à petit, le Lualaba et son chef-lieu se construisent, non seulement grâce à ses richesses minières, mais surtout grâce à la volonté politique et l'esprit managérial de sa gouverneure, Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi, l'unique femme gouverneure de la République démocratique du Congo. Dans un autre chapitre, la République démocratique du Congo, riche en ressources minières, détient environ 9% de réserves mondiales de diamants et contribue significativement à la production mondiale avec 18% de diamants industriels et 3% de gemmes. Cependant, le secteur diamantifère congolais traverse une crise profonde. C'est ce qui révèle un récent rapport exhaustif de l'International Peace Information Service, une structure dédiée notamment pour la recherche de la paix et du développement. Le détail avec Fulgence Milaï. Dans ces rapports, l'Institut de recherche indépendant engagé en faveur de la paix, du développement durable et des droits humains a dressé un tableau alarmant. Les documents retracent l'évolution du secteur, ses nombreux défis et évaluent les efforts entrepris jugés encore insuffisants pour redynamiser l'industrie et en faire un levier du développement local. Pour IPIS, ce secteur est en déclin par la chute de production et concentration géographique des ressources. La production annuelle des diamants en RDC est passée d'environ 30 millions de carats au début des années 2000 à une moyenne de 11,7 millions de carats depuis 2019. Une chute qui s'explique notamment par les déclins de la société minière des Bakwanga Miba depuis 2008 et la baisse de la production artisanale à partir de 2017, partiellement compensée par l'entrée en scène de la société Anui Congo d'investissement minier SACIM, active depuis 2016. Et les rapports notent une concentration géographique extrême de l'exploitation, dominée à 96% par les Kasaï orientales, particulièrement la zone de Mbujimayi, avec une prédominance des diamants industriels. D'autres provinces comme la Chopo, le Kasaï central et les Kasaï se démarquent par une plus forte proportion de gemmes. La gouvernance du secteur reste fragile et les services de l'État manquent de moyens suffisants pour contrôler efficacement le flux, laissant place à une économie largement informelle, gangrénée par la fraude et la contrebande. Cette situation alimente une méfiance tenace entre les exploitants artisanaux et les agents publics, souvent accusés d'extorsion et de fiscalité arbitraire. L'IPIS conclut que, sans un accompagnement financier et technique renforcé, il est réaliste d'attendre de la RDC une conformité totale aux exigences internationales en matière des droits humains, des normes ESG et de certification. Il appelle à une réforme globale et inclusive pour faire du diamant un véritable moteur de développement et non un facteur de marginalisation. Et pour terminer, la République démocratique du Congo a perdu en 2024 590 000 hectares de forêt primaire, c'est-à-dire celles n'ayant pas subi l'action humaine, selon le statistique fourni la semaine dernière par The Global Forest Watch, projet lancé par The World Resources Institute qui suit l'évolution de dynamique des déforestations à l'échelle mondiale. Le rapport renseigne que cette superficie est en hausse de 60 000 hectares par rapport à l'année 2023. Le contour complet dans cet élément de Jonathan Makila. En 2024, 590 000 hectares de forêts tropicales primaires ont été perdus en République démocratique du Congo. Cette énorme dégradation représente la troisième plus importante perte de forêt primaire à l'échelle internationale, d'où les deux premiers moteurs du phénomène étant le Brésil, avec 2,82 millions d'hectares, et la Bolivie, avec 1,48 million d'hectares. Des Global Forest Watch, projet qui présente ces chiffres, précise en outre qu'il s'agit de la perte la plus importante enregistrée en 2024 par la RDC, qui abrite les seconds poumons écologiques de la planète derrière l'Amazonie. Sur le plan global, les grands incendies arrivent à la première place. Les Global Forest Watch indiquent que le principal facteur de perte du couvert forestier en 2024 dans le bassin du Congo comprennent l'expansion des terres cultivées, la production de charbon de bois et l'exploitation forestière. Des études menées par la Banque mondiale indiquent que la biomasse représente 98,8% de la consommation totale d'énergie de ménage de la RDC, dont 81,8% pour le bois de chauffage et 17% pour le charbon de bois,
avec la faible utilisation des sources d'énergie domestique plus propres. Et de manière globale, 6,7 millions d'hectares de forêts tropicales primaires ont été perdus dans le monde en 2024. En Afrique, le Cameroun est le deuxième pays les plus touchés avec 100 000 hectares de superficie forestière l'année dernière, soit la 8e plus importante proportion mondiale perdue. Prenons à présent la revue de presse, elle lui est sélectionnée par Igor Biwaka. Vous avez certainement compris que nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Mais avant de nous quitter, voici le rappel de principaux titres. En séjour de travail dans le Kasaï central, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a effectué une série de visites de terrain axées sur le projet structurant. Accompagnée du gouverneur de la province, la première ministre a visité le site du projet Mégatron, une centrale solaire censée améliorer l'accès à l'électricité à Kananga via la SNEL, et la route Kananga-Kalamba-Mbouji, longue de 230 km, est estimée à plus de 436 millions de dollars américains. 6 femmes ont reçu le week-end dernier à Pullman Hotel, en présence de la ministre de la Culture et Arts, le trophée MT Kassalu Femmes d'honneur, dont Madame Nanou Mukawa, l'épouse de l'inspecteur général des finances, chef de service honoraire et émérite de l'IGF, Jules Alinguete Key. Ces prix d'excellence, initiés par la LISADEL, récompensent les épouses des hommes qui se sont distingués dans leur domaine d'activité. Voilà ce qui met fin à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.